Ok, donc je remercie Sandrine Bourdoulou, qui est directrice de recherche au CNRS. Elle travaille à l'Institut Cochin, qui est un institut de recherche qui est associé à l'hôpital Cochin, pas très loin de mon hôpital à moi, Necker. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, elle est une spécialiste depuis quelques années déjà, au sein de l'équipe qu'elle anime à l'Institut Cochin, des pathologies, la physiologie des cellules endothéliales et la biologie cellulaire dans le contexte infectieux, mais pas uniquement, je crois aussi dans des contextes autres, cancer, etc. Et inflammation. Et inflammation. Et elle a en particulier publié des travaux qui sont reconnus très très largement sur l'interaction des méningocoques, un des agents des méningites dont Sandrine va vous parler, et les cellules endothéliales de la barrière hémato-encéphalique dont je vous ai parlé. Voilà, merci Sandrine. Bien, merci. C'est un très grand plaisir pour moi de présenter ces travaux dans cette institution aussi prestigieuse et sur votre invitation, Monsieur Fischer. Donc, je vous remercie infiniment pour cette invitation. Je vais vous parler des travaux que nous réalisons effectivement à l'Institut Cochin, mais je veux surtout souligner qu'il s'agit de travaux que nous réalisons en collaboration étroite avec le professeur Xavier Nassif, qui est également à Necker, qui est microbiologiste, et ça fait près de 20 ans maintenant que nous travaillons sur le méningocoque. Et je vais vous présenter un petit peu une overview de ce que nous avons réalisé ces 20 dernières années. Donc, je vais d'abord vous présenter quelques généralités sur le méningocoque, et puis je vous détaillerai un petit peu les mécanismes sous-jacents à ces infections que nous avons décortiqués au sein du laboratoire. Et ensuite, nous verrons comment, de ces nouvelles connaissances, nous avons proposé de nouvelles applications thérapeutiques pour les infections invasives à méningocoque. Et de façon surprenante, on va se rendre compte que l'étude d'interaction entre un hôte et un pathogène nous permet de révéler certaines fois des mécanismes qui ont des applications thérapeutiques, pas seulement dans les infections, mais dans d'autres applications. Et on va voir ici des applications possibles dans les cancers du sein, ce qui n'était pas du tout attendu au départ, mais on a ici des données qui sont extrêmement intéressantes. Donc, si on a un peu de temps, j'aimerais partager un petit peu ces résultats avec vous. Donc, le méningocoque, M. Fischer vous en a déjà un peu parlé brièvement. Il s'agit d'une bactérie à gram négatif qui est sous la forme de diplocoque, qui a une prolifération extracellulaire et qui est responsable de septicémie et de méningite. Et ceci ne se fait que chez l'homme. Ah, je suis désolée, mes diapos sont en anglais, mais je vous présenterai tout en français. Ce sera la seule diapo un peu floue, je suis navrée. Cette bactérie est disséminée un petit peu partout dans le monde et elle existe un petit peu de façon sporadique où elle peut se développer sous la forme de larges épidémies, heureusement souvent contrôlées. Et on a à peu près 12 sérogroupes qui sont connus selon l'antigène capsulaire qui est présent, et on a différentes formes qui vont sévir selon les lieux. En Europe, en Amérique, on aura les sérogroupes B et C qui vont être prévalents, en Asie A, et en Afrique, on aura également le A, quoique ça aura tendance à diminuer ces dernières années avec l'apparition d'un nouveau vaccin qui a été commencé à être injecté dans cette zone qu'on appelle la barrière de la méningite, qui se trouve dans une zone subsaharienne où la prévalence des infections à méningocoque était jusqu'à présent très très élevée, et notamment due à des infections au sérogroupe A. Donc, ce méningocoque, normalement, il réside dans le nasopharynx de l'homme, et c'est son unique réservoir, et il y réside de façon complètement asymptomatique. Donc on estime qu'environ 20 à 30% de la population est porteuse du méningocoque, et on s'en porte très bien, il n'y a aucun problème lié à cette colonisation. Et donc le portage se fait au niveau de ce nasopharynx, la transmission se fait par les voies aérosols, et à moins qu'on présente des déficits en complément, comme ça a été souligné tout à l'heure, il n'y a pas de raison de développer de pathologies associées à ce portage. Malheureusement, il arrive que cette bactérie puisse, dans certains cas, franchir la barrière nasopharyngée et atteindre la circulation sanguine. Donc, il existe différents cas qui peuvent favoriser ce passage. Donc, en Europe, on a observé que ces contaminations se faisaient souvent en hiver, donc au moment où on a des irritations un peu des muqueuses par co-infection avec un virus. Donc ça peut
fragiliser les muqueuses et donc favoriser le passage de la bactérie dans le sang. Et dans la zone subsaharienne, en Afrique, on a constaté que ces infections étaient souvent liées à l'apparition de vents qui sont extrêmement irritants pour les muqueuses, et donc on va favoriser le passage de cette bactérie par une irritation importante de cette muqueuse. Donc, une fois qu'elle est dans le sang, cette bactérie va proliférer et elle a malheureusement le moyen de se défendre contre les systèmes immunitaires, on va voir un petit peu tout à l'heure comment, et de capter tout ce qui lui est nécessaire pour sa prolifération. Et elle va pouvoir largement se multiplier et être responsable d'un choc septique et donc d'une septicémie. On va dire que ça, c'est le cas le plus gentil. Le problème, c'est que cette bactérie va pouvoir interagir avec les cellules endothéliales qui tapissent la paroi des vaisseaux. Et on a parlé de la méningite, mais en plus de la méningite, elle est malheureusement capable aussi d'interagir avec les vaisseaux périphériques, et c'est là où elle va être malheureusement le plus dramatique. C'est lorsqu'elle interagit avec les vaisseaux périphériques, elle va coloniser ces vaisseaux et induire une altération des cellules endothéliales qui tapissent ces vaisseaux, ce qui va produire une coagulation intravasculaire importante qui peut aller jusqu'à l'occlusion complète de ces vaisseaux et la rupture de ces vaisseaux. Donc ce qu'on observe ici, en fait, c'est je suis désolée, j'ai les mots anglais qui me viennent à la bouche. Donc on observe une fuite vasculaire du sang dans les tissus. Donc au niveau clinique, les observations sont les suivantes. On voit l'apparition de petites pétichées, donc ce sont des petites taches en fait, qui correspondent à des petits vaisseaux qui sont en train de péter. Et malheureusement, très très rapidement, on va évoluer vers une forme extrêmement grave, qui est la forme qu'on appelle le purpura fulminans, où là on a des lésions dramatiques des vaisseaux de façon plus générale. Et donc là, malheureusement, on est obligé d'aller vers une amputation des membres. Donc là, c'est la forme la plus méchante. Et lorsqu'elle est plus gentille, elle interagit, on va dire, aussi avec les vaisseaux cérébraux, comme ça a été mentionné tout à l'heure. Elle va coloniser aussi ces vaisseaux cérébraux et elle va passer la fameuse barrière hémato-encéphalique pour pénétrer dans le cerveau, envahir les méninges et donc être responsable, cette fois, des signes cliniques de méningite. Alors, ce passage de la barrière se fait par chance de façon moins dramatique que ce qu'on a vu en périphérie. Donc on n'a pas de coagulation intravasculaire majeure, on n'a pas de destruction vasculaire majeure, sinon on aurait des hémorragies extrêmement importantes dans le cerveau. Donc grâce un petit peu aux caractéristiques et phénotypiques et structurales de cette barrière, on va préserver le cerveau d'une hémorragie et le passage va se faire au début, sans altération en tout cas de la fonction de cette barrière. Et finalement, les signes cliniques de méningite. Donc, le traitement, c'est les antibiotiques. Donc, plus vite on intervient et plus vite, mieux on va limiter les séquelles. Malheureusement, plus on attend pour l'administration de ces antibiotiques et plus les altérations vont être majeures et on va évoluer rapidement vers la mortalité. Donc malgré les antibiotiques, on a malheureusement 10% de mortalité et ce chiffre augmente à 70% dans le cas des lésions de type purpurique. Et ça a été mentionné tout à l'heure, 20% des survivants vont souffrir d'altérations neurologiques, des séquelles neurologiques, où on a vu la perte de membres lorsqu'il a fallu procéder à des amputations. Donc, les antibiotiques sont la première arme et on a essayé un petit peu de limiter tous ces phénomènes inflammatoires majeurs qui sont délétères et cette coagulation intravasculaire majeure aussi, on sait qu'elle est importante, mais elle est aussi délétère pour essayer de contrôler la maladie. Et malheureusement, à ce jour, on n'a pas réussi à améliorer la prise en charge de ces patients, donc au-delà des antibiotiques, pour pouvoir limiter un petit peu la casse suite à ces infections. Donc,
Tout ça pour vous dire qu'il nous paraît important de mieux comprendre comment se fait l'interaction de cette bactérie avec son hôte pour essayer, si possible, de proposer de nouvelles approches thérapeutiques et limiter les effets détrimentaux de ces infections à méningocoque. Donc c'est ce que nous avons entrepris depuis évidemment plusieurs années. Donc je vais d'abord vous présenter brièvement quels sont les facteurs côté bactéries qui sont importants pour son infection. Donc nous avons une bactérie à gram négatif, donc elle a deux membranes, une membrane interne, une membrane externe, et elle se protège des cellules immunitaires par la présence d'une capsule. Donc c'est ce qui est représenté ici. Donc cette capsule lui permet de se protéger de la phagocytose par les cellules phagocytaires, donc les cellules de la réponse innée, donc qui sont les polynucléaires, les macrophages. Elle peut se protéger de l'attaque du complément par une protéine qu'on appelle FHBP, qui est absolument essentielle à cette bactérie pour résister à l'attaque du complément. Et elle dispose d'une endotoxine qu'on appelle le lipo-oligosaccharide, qui est l'équivalent du LPS pour les autres bactéries, qui est responsable de l'activation de l'inflammation en général par l'activation des TLR récepteurs. Alors, je ne vais pas m'attarder trop sur les facteurs de virulence, mais je vais vous en parler longuement d'un, qui sont les pili de type 4. Alors, les pili de type 4, c'est cette espèce de long appendice filamenteux qui s'échappe au-delà de la capsule et qu'on observe ici en microscopie à balayage. Donc, ces pili de type 4 ne sont pas spécifiques au méningocoque. On les retrouve chez un grand nombre de bactéries, notamment des bactéries à gram négatif, mais quelques bactéries à gram positif. Et ils ont de nombreuses fonctions qui sont absolument essentielles aux bactéries. Donc je vais d'abord vous montrer un petit peu la structure de ces pili. Donc ces pili sont dus à un alignement de protéines de sous-unités qu'on appelle les pilines. Donc ici on voit une sous-unité avec une hélice alpha et un domaine globulaire qui, alors l'hélice alpha va permettre à chaque piline de s'accrocher les unes aux autres pour former la fibre avec les domaines globulaires qui sont exposés. Et donc ces pilines, on a différentes formes de pilines. On a une piline qu'on appelle majeure, qui est la protéine pile E, qui elle va va constituer le constituant principal de la fibre. Et puis vous avez quelques petites protéines mineures qu'on appelle des pilines mineures, donc telles que PILX, COMP, qui, vous voyez, diffèrent juste par le domaine globulaire au niveau de la structure, mais qui vont s'assembler le long de la fibre avec en nombre moins important que la protéine pileux, mais ces protéines mineures, elles, vont conférer les différentes fonctions à la fibre. Donc, on a un appareil qui permet la biogénèse de ces pili. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais c'est juste pour vous dire que ces pili vont donc, être assemblés dans le périplasme, là, entre la membrane interne et la membrane externe, et vont être extrudés par l'intermédiaire d'un pore qu'on appelle pellicule. Et donc, on va avoir l'assemblage pour former cette hélice de piline. Et il faut savoir que ces pili sont extrêmement dynamiques, donc on a une constante élongation et rétraction de ces pili. Donc, malheureusement, je sais que ce film ne m'a pas passé, c'était pour vous montrer que du fait de l'élongation et la rétraction, on avait une motilité des bactéries qu'on appelle la twitching motility. Mais bon, on aura l'occasion de revoir tout à l'heure sur un film qui fonctionne. Donc, élongation, rétraction, et ceci est important. Ces pili vont permettre l'enchevêtrement des bactéries entre elles, donc elles vont permettre aux bactéries de s'agréger entre elles et de former des petites colonies lorsqu'elles poussent en suspension, comme c'est le cas ici. On voit ici une colonie en suspension, ou ici on voit en fait, ce que vous voyez là, toutes les taches que vous voyez, en fait, c'est des colonies composées de milliers et de milliers de bactéries qui ont poussé et ont formé ces agrégats de bactéries. Et par exemple, on voit que la petite protéine, la piline mineure PILX est importante, puisque si on
délète cette protéine Pilix des pili, donc lorsqu'elle n'est plus présente dans les pili, on n'a plus l'agrégation de ces bactéries, parce que lorsqu'il y a rétraction des pili, eh bien, les pili ne sont pas capables d'interagir entre eux. Donc l'agrégation, la compétence, alors la compétence c'est de la capture de l'ADN exogène. Donc là, c'est la fonction d'une autre protéine binaire qu'on appelle COMP. COMP a une bonne affinité pour l'ADN. Donc COMP, lorsqu'il est dans la fibre, va pouvoir accrocher de l'ADN. L'ADN va alors s'enrouler autour de la fibre, et quand la fibre va être rétractée dans la bactérie, eh bien, ça va permettre de faire rentrer de l'ADN dans la bactérie, qui va comme ça permettre de capter de l'ADN exogène et éventuellement l'utiliser, recombiner ou acquérir de nouvelles fonctions. Et enfin, ce qui nous intéresse sûrement le plus ici, c'est que ces pili permettent aux bactéries d'adhérer, de coloniser les cellules humaines, et notamment les cellules endothéliales qui tapissent les vaisseaux. Et donc ce qu'on voit ici, ce sont des bactéries qui, vous voyez les petits diplocoques là, à la surface des cellules, donc au début vous en avez une ou deux qui vont adhérer, et puis très rapidement elles se divisent. Donc on a un temps de division qui est de 10 minutes, donc c'est dommage, j'ai un film qui ne passe pas, mais on a une prolifération massive, et en même pas une heure, vous avez déjà ces énormes clusters de bactéries qui se retrouvent à la surface des cellules, et en une heure et demie, vous avez les cellules qui sont complètement couvertes de bactéries. Malheureusement, on a la même chose in vivo. Donc chez un enfant, on peut voir les événements de purpura qui évoluent en 2 heures, 3 heures. C'est extrêmement rapide. Donc une fois qu'elles ont adhéré, elles colonisent parce qu'elles se multiplient de façon extrêmement efficace à la surface des cellules. Leur temps de division est augmenté lorsqu'elles sont au contact des cellules. Donc cette interaction se fait grâce aux pili. Donc pour étudier l'interaction des cellules, des bactéries aux cellules endothéliales, lorsqu'on a une bactérie qui n'infecte que l'homme, évidemment, on est très limité dans les modèles. Donc la plupart des travaux que nous avons réalisés sont sur des cellules que nous mettons en culture in vitro. Donc on isole des cellules soit de la peau pour essayer de mimer les conditions où on a l'infection qui peut conduire à un purpura fulminans au niveau de la peau, ou bien on isole des cellules isolées de capillaires, cette fois du cerveau, pour avoir des cellules qui ont le phénotype, donc les caractéristiques de la barrière hémato-encéphalique, et donc on va pouvoir soit comparer ce qui se passe lorsqu'on infecte les cellules, soit dermales, soit de cerveau, dans nos conditions in vitro. Donc la première observation qui a été faite il y a quelques temps maintenant, c'est que lorsque les bactéries adhèrent aux cellules endothéliales, très rapidement, ce que vous voyez ici, c'est que normalement la cellule endothéliale est parfaitement lisse, et on voit que là où les bactéries ont adhéré, on va avoir un remodelage de la membrane plasmique. Donc c'est ce qu'on observe ici, en fait ce sont des protrusions de la membrane qui viennent en contact étroit avec les bactéries, donc ça fait des espèces de doigts qui viennent englober les bactéries, et on voit ici, donc ça vient entourer ces bactéries adhérentes, et finalement ces doigts peuvent même aller jusqu'à se refermer et conduire à une invagination des bactéries dans une vacuole intracellulaire. Et nous avons bien étudié ce phénomène. Nous avons vu déjà que cette invagination qui peut conduire à une endocytose, on va dire, à une phagocytose avortée, parce qu'on n'a pas vraiment de phagocytose ici, mais une pseudo-phagocytose des bactéries dans les cellules endothéliales peut éventuellement permettre le passage des bactéries par un processus transcellulaire, donc un passage à travers la cellule endothéliale. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est que la formation de ces protrusions, qu'on a analysé un petit peu au niveau moléculaire, implique le recrutement de nombreuses protéines cellulaires, et on avait constaté que celles-ci étaient tout à fait identiques à celles qui étaient recrutées lorsqu'un leucocyte va adhérer aux cellules endothéliales. Lorsqu'il y a une inflammation, un leucocyte va être recruté au niveau d'une cellule endothéliale pour aller migrer dans les tissus, là où il est nécessaire qu'il intervienne pour limiter une infection. Et donc, pour que ce leucocyte s'arrête sur la cellule endothéliale,
il doit former une structure qu'on appelle une structure d'ancrage. Et si cette structure d'ancrage n'est pas formée, le leucocyte n'est pas capable de s'arrêter de façon ferme et stable sur la cellule et donc de passer à travers la cellule. Et pourquoi il n'est pas capable? C'est qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on est in vivo, les cellules endothéliales tapissent les vaisseaux et dans les vaisseaux, il y a le sang qui passe. Et le sang qui passe génère une force qui est extrêmement importante, qu'on appelle la force de cisaillement, qui va être exercée à la surface des cellules. Donc, en fait, le fait de former ces protrusions permet de stabiliser les leucocytes, et on va voir aussi que c'est le cas pour les bactéries, de les stabiliser à la surface des cellules endothéliales et de résister aux forces qui sont exercées par le flux. Donc, c'est ce qu'on va devoir illustrer ici. Cette fois, je pense que les films devraient passer. Donc, ici, on a le cas d'une bactérie qui induit donc, la formation de ces protrusions. Et on va voir que lorsqu'on applique un flux, eh bien, elles sont capables de résister au flux. Donc, elles vont rester à la surface de la cellule endothéliale. Et on a ici le cas d'une bactérie qui n'est pas capable d'induire la formation de ces protrusions. Et on va voir que lorsqu'on applique un flux, eh bien, ces bactéries sont détachées, se détachent de la surface de la cellule endothéliale. Donc ça va assez vite. On va voir ici donc les bactéries sauvages. Vous voyez, non, ça ne va pas passer, c'est pas possible. Ah, si, c'est bon. Donc là, on applique un flux. Bon, ça n'a pas bougé, c'est normal. C'est parce qu'elles ont résisté. Et là, vous allez voir que celles-ci ne vont pas être capables de résister. Bon, on va rien voir, génial. Bon, super. Bon, ben, si c'est comme ça pour tous les films. Allez, deuxième chance. Hop, vous voyez, elles sont parties. Et celles-là, elles ne doivent pas partir. Elles ne bougent pas. Elles restent à la surface. Donc, stabilisation des bactéries à la surface des cellules endothéliales, comme observé par les leucocytes. La deuxième observation, c'est qu'on voyait que lorsqu'on infecte les cellules endothéliales, donc les cellules endothéliales, pour tapisser les vaisseaux, elles sont obligées de se sceller entre elles et former des jonctions, ce qu'on appelle des jonctions, alors de différents types. On a des jonctions de type adhérentes ou des jonctions serrées au niveau du système nerveux central. En tout cas, ces jonctions sont essentielles pour limiter la diffusion paracellulaire de solutés, de protéines plasmatiques, de leucocytes, etc. Et vous voyez que lorsqu'on infecte les cellules par les bactéries, on a une modification de ces jonctions, une rupture de ces jonctions. Et donc au niveau moléculaire, ce qui est observé, c'est que lorsque les bactéries adhèrent, elles vont induire des voies de signalisation qui vont déstabiliser l'organisation de ces jonctions. Et ceci passe par le recrutement et l'activation d'un complexe qui est extrêmement important, qu'on appelle le complexe de polarité, qui permet de contrôler la localisation des protéines qui sont normalement impliquées dans la formation de ces jonctions. Et ces protéines jonctionnelles sont maintenant recrutées au site d'adhésion du méningocoque. Donc il va délocaliser les protéines jonctionnelles vers l'endroit où il y a adhésion du méningocoque. On voit l'enrichissement ici de toutes ces protéines jonctionnelles au site d'adhésion d'une bactérie. Et ça a pour effet de finalement ouvrir les jonctions et permettre, alors non seulement il y a une augmentation de la perméabilité, mais on a la possibilité pour les bactéries donc, de passer en paracellulaire. Et lorsqu'on a maintenant exposition de la membrane basale, on peut imaginer pourquoi on va avoir une coagulation intravasculaire qui va se mettre très très rapidement en place, puisqu'on a exposition de cette membrane basale. Et enfin, de nombreux travaux ont montré que lorsque les bactéries adhèrent, la signalisation induite dans les cellules endothéliales va conduire à la régulation de nombreux gènes qui sont impliqués dans l'inflammation, dans la réponse hémostatique, donc une induction de thrombose, dans la dégradation de cette membrane basale et également dans la survie des cellules. Donc tout ça, on voit bien, va contribuer au phénomène physiopathologique de ces infections. Alors, comment on peut adresser ça in vivo? On avait un souci, c'est que ces bactéries n'infectent que l'homme. Donc ici, on a utilisé une stratégie qui a consisté à prendre de la peau humaine et de la greffer sur le dos d'une souris
qu'on appelle une souris SCID, donc qui est une souris immunodéficiente. Immunodéficiente pour la réponse adaptative. Donc elle n'a pas de lymphocyte T, de lymphocyte B, puisque si on gardait ces effecteurs de la réponse adaptative, malheureusement on aurait un rejet de la greffe. Donc on se débarrasse du problème du rejet de la greffe, mais ces souris ont toujours leur réponse innée, donc les macrophages, les polynucléaires, qui vont être la réponse première à l'infection. Puis finalement, ce n'était pas trop gênant pour nous, puisque l'infection se fait tellement rapidement que de toute façon, on n'a pas le temps de mettre en place une réponse adaptative. Donc l'important pour nous, c'est la réponse innée. Donc on n'est pas trop gêné avec ce type de modèle. Par contre, on n'est pas gêné, mais on est surtout très content, puisque ça nous permet de reproduire les lésions de type purpurique. Donc ce qu'on observe ici, c'est que lorsque maintenant on injecte les bactéries dans la circulation de la souris, ces bactéries vont venir coloniser, ce qu'on voit ici, les greffons, les vaisseaux humains qui sont contenus au sein de la greffe. Et on voit ici qu'on est à l'interface avec le greffon murin. Les vaisseaux murins ne sont pas du tout colonisés. Donc la souris, vous lui injectez des bactéries Neisseria, elle n'est pas colonisée par le méningocoque, elle se porte comme un charme, bon, à moins qu'il y ait beaucoup trop de bactéries, elle va finir quand même par un choc septique, mais si vous lui injectez pas trop de bactéries, elle va se porter comme un charme, elle va même se débarrasser des bactéries sans problème. Malheureusement, lorsqu'il y a un greffon, eh bien, la colonisation se fait, et ce qu'on observe, c'est très rapidement, c'est vraiment rapide, on a une colonisation massive, ici on voit les vaisseaux qui sont marqués en vert avec les bactéries en rouge. On a une colonisation massive de ces vaisseaux. Et ce que je vous montre ici, c'est que si on injecte dans la souris des bactéries qui ne sont pas piliers, donc qui n'ont pas les fameux piliers de type 4, eh bien qu'on ait une bactériémie identique aux souris sauvages, il n'y a absolument aucune colonisation. Donc les piliers de type 4, in vivo, sont essentiels pour coloniser les cellules endothéliales, comme nous l'avons observé in vitro. Alors non seulement ils sont essentiels pour coloniser les cellules des vaisseaux, mais ce qu'on voit ici, donc une colonisation massive de ces vaisseaux, mais aussi induire la conséquence de cette colonisation, c'est-à-dire la dégradation de la membrane basale, une agrégation plaquettaire, on voit ici la formation de thrombie, finalement une rupture vasculaire avec ce qu'on observe des lésions qui sont similaires à celles observées chez les patients, donc les petites taches purpuriques que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc on reproduit les lésions de type purpuraire dans ce modèle, et ceci est dépendant de l'expression de ces piliers de type 4. Alors, ça, c'était attendu comme résultat, et ensuite, on est tombé sur un résultat qui nous a un petit peu surpris. Le résultat qui nous a surpris, c'était d'injecter des bactéries à des souris qui sont greffées ou non greffées. Donc vous voyez que lorsqu'on injecte des bactéries sauvages, wild type, WT, à des souris non greffées, on mesure ici la survie des souris, on n'a aucune mortalité. Mais lorsqu'on injecte des bactéries sauvages à des souris greffées, eh bien, les souris finissent par mourir. Et elles finissent par mourir très rapidement. On a le début de la mortalité à 24 heures et pratiquement toutes les souris qui meurent à 48 heures. Alors que si on injecte des bactéries qui ne sont pas capables, qui ont des piliers mais qui ne sont pas capables d'adhérer, eh bien, on n'a pas de mortalité de ces souris, bien qu'on ait une bactériémie. Et normalement, un choc septique, puisque, je vous rappelle, il y a toujours le LOS, on a toujours production de cytokines inflammatoires. Et donc, moi, on m'a toujours dit prolifération des bactéries dans le sang, choc septique, létalité. Non. Finalement, d'avoir une super septicémie dans le sang n'est pas suffisant pour induire la mortalité. Et par contre, on observe que la bactérie a besoin de coloniser les vaisseaux qui sont au sein de la greffe pour pouvoir induire la mortalité de ces souris. Alors, pourquoi ? Ce qui a été constaté, c'est que lorsque on injecte des bactéries sauvages dans des souris qui ne sont pas greffées, on observe, donc là on a l'inoculum de départ, on a à peu près 10 puissance 6 bactéries par ml dans le sang,
et on observe qu'au bout de 18 heures, déjà, on a une chute de la bactériémie, comme observé avec le mutant qui n'est pas capable de coloniser le greffon. Donc finalement, si les bactéries ne sont pas capables de coloniser les vaisseaux, très rapidement, on va avoir une clearance des bactéries dans le sang. Mais lorsque les bactéries ont colonisé les vaisseaux, eh bien, la bactériémie est maintenue, voire augmentée dans le sang. Donc finalement, le fait d'avoir colonisé les vaisseaux va permettre de pouvoir soutenir cette bactériémie, d'avoir une bactériémie soutenue dans le temps et finalement d'induire la mortalité de ces souris. Alors pourquoi ? Alors pour essayer de répondre un petit peu à cette question, ce qui a été réalisé, c'est une banque de mutants générés par transposon. Donc en fait, on a une cassette de résistance à un antibiotique qui est insérée de façon aléatoire dans le génome de la bactérie. Donc le génome il est assez petit, hein, il n'y a que 2065 gènes, donc ça va, c'est pas trop. Et on va insérer de façon aléatoire. Donc ce qu'on voit ici, c'est les sites d'insertion le long de ce génome. Donc en bleu, tous les sites d'insertion. Donc on a à peu près 210 000 transposons. Donc ça fait une insertion à peu près tous les 57 paires de bases. Donc on a bien couvert le génome, il n'y a pas de problème. Et le but, en fait, c'est d'utiliser cette banque de mutants qu'on injecte chez la souris. Donc on récupère l'input, donc la banque de départ, et on récupère l'output, donc la banque à l'arrivée dans le sang de la souris ou dans le greffon, donc ce qui a permis de coloniser donc, les vaisseaux au sein du greffon. Puis on fait un séquençage à très très haut débit, et ensuite on fait une analyse statistique de l'insertion de ces transposons le long du génome de la bactérie. Donc dans la séquence de départ, on a évidemment toute la banque qui couvre l'ensemble des insertions dans l'ensemble des génomes, puisqu'on a l'ensemble de la banque. Mais à la fin, ce qui va se passer, c'est que les gènes qui étaient absolument essentiels, soit pour la colonisation dans le sang, soit pour la colonisation du greffon, eh bien, si on a eu une délétion dans ces gènes, les bactéries qui ne sont pas capables d'exprimer ce gène, forcément ont été perdues. Donc on les a perdues. Finalement, lorsqu'on séquence, on se rend compte qu'il y a des spots où on n'a plus l'expression de ces bactéries. Donc ça veut dire que ces gènes étaient importants, soit pour la croissance, soit pour la colonisation vasculaire, soit pour la pénétration dans les tissus. Et ainsi, évidemment, je ne vais pas vous détailler l'ensemble des gènes parce qu'on ne va pas s'en sortir. Heureusement, on a retrouvé la capsule, évidemment, on a retrouvé le LOS, puisque c'était important. On a retrouvé évidemment tous les gènes impliqués dans la filiation, ce qui était évidemment attendu. Et ce qui était peut-être plus étonnant, et ce qui est ressorti en fait de cette étude, on n'a pas trouvé de nouveaux facteurs de virulence, pas encore, on ne désespère pas d'en trouver des nouveaux encore. Mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il a été observé que de nombreux gènes qui sont donc en fait ici on voit en vert toutes les séquences codantes de la bactérie. On voit en rouge les gènes qui sont à peu près essentiels pour la croissance de façon générale de cette bactérie, mais on voit après de façon plus fine ceux qui sont importants pour la croissance dans le sang et ensuite pour la colonisation du greffon. Et on s'est rendu compte que 36% des gènes qui sont absolument nécessaires aux bactéries pour pousser dans le sang ne sont plus nécessaires aux bactéries lorsqu'elles vont coloniser les vaisseaux. Et ça nous dit quoi ? Ça nous dit que la colonisation, lorsqu'il y a colonisation des vaisseaux par les bactéries, il va y avoir une adaptation métabolique de ces bactéries pour s'adapter tout simplement à cette nouvelle niche. Et grâce à cette adaptation, elles vont pouvoir proliférer, largement s'enrichir, se multiplier. Et c'est ça qui est délétère. C'est que du fait de cette adaptation, elles vont pouvoir maintenir la bactériémie, finalement générer ce sepsis majeur et la létalité conséquente à cet enrichissement des bactéries dans le sang. Donc, l'interaction avec les cellules endothéliales sert de niche et cette niche permet de contribuer de façon importante à la létalité de cette bactérie. Alors, au niveau moléculaire, comment se passe cette interaction ? Ce qui est marrant, c'est qu'on
on fait beaucoup de découvertes un petit peu par hasard. Et c'est souvent le cas dans la science, mais bon, ça a été un petit peu notre chance pour nous dans 2 cas. Et je vous décris ici un cas, c'est celle qui a été faite par un collègue dans le laboratoire de Xavier Nassif. C'est la manip de départ. Je voulais voir si les cytokines inflammatoires pouvaient moduler l'interaction de la bactérie avec la cellule endothéliale. D'accord ? Donc il a utilisé des chimiokines qui sont très connus pour augmenter l'inflammation vasculaire. Donc SDF1, il y a interleukine 8 par exemple. Et puis il a pris un contrôle négatif. Et le contrôle négatif, c'était l'isoprotérénol. L'isoprotérénol, puisque tous ces récepteurs aux chimiokines sont des récepteurs qui sont de la même famille, ils sont des récepteurs 7 domaines transmembranaires couplés aux protéines G. Il a pris un contrôle négatif qui était l'isoprotérénol, qui est un ligand d'un récepteur très connu, qui est le récepteur bêta-2 adrénergique, qui est exprimé sur les cellules endothéliales pour contrôler le tonus vasculaire. Et il s'est rendu compte que toutes ces chimiokines n'avaient pas d'effet finalement, ni sur la colonisation des cellules endothéliales par les bactéries, ni sur l'induction des voies de signalisation, que je vous ai un petit peu décrit tout à l'heure. Par contre, lorsqu'il mettait de l'isoprotérénol, on avait une perte importante de cette signalisation. Donc il a trouvé ça plutôt étrange. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le bêta-2 adrénergique, qui est normalement activé par un agoniste qui sont les catécholamines, et qui induit donc des voies de signalisation, était largement recruté au niveau du site infectieux par le méningocoque. Et non seulement il était recruté, mais il était activé. Et son activation ne conduisait pas à la voie classique qui conduit à une activation de la MP cyclique, une augmentation de l'activation de la pKa, comme on peut voir ici avec le ligand naturel, qui est l'isoprotérénol. Donc ici, quand on infecte avec des souches de méningocoque, on n'a pas du tout d'augmentation de la MP cyclique. Par contre, on avait une activation d'une autre voie, qui est une activation d'une voie qui est couplée à la bêta-arrestine. Donc lorsque le récepteur activé peut être phosphorylé par une protéine qu'on appelle GRK, et recruter une protéine qui est importante, qui sert de plateforme moléculaire pour activer après plein de voies de signalisation. Et donc on voit ici le recrutement de ces effecteurs. Et finalement, le bêta-2 était activé par le méningocoque. Et on voit qu'ici, qu'on n'a pas l'activation classique, comme on peut observer avec un ligand naturel, mais une activation dite biaisée, parce qu'on a juste une partie de l'activation de ce récepteur. Et finalement, ils se sont rendus compte que le méningocoque ne va pas se fixer dans la poche formée par les 7 domaines transmembranaires de ce récepteur, mais va lier le domaine N-terminal qui est exposé à la surface. Et cette liaison suffit à activer le récepteur. Donc, on avait un récepteur qui permettait d'expliquer pourquoi, lorsque le méningocoque adhère aux cellules endothéliales, on avait l'activation de voies de signalisation qui sont délétères à la cellule endothéliale. Seulement, ce qui était embêtant, c'est que lorsqu'on enlève ce récepteur, donc on perd les voies de signalisation que je vous ai décrites tout à l'heure, mais on a toujours l'adhésion de la bactérie aux cellules. Donc, en fait, ce récepteur n'était pas celui qui permet à la bactérie d'adhérer aux cellules, donc l'adhésion initiale qui permet de coloniser la cellule endothéliale. Donc ça veut dire qu'il y en avait un autre récepteur. Et donc on a cherché longtemps, ça a pris du temps, mais on a fini par identifier une molécule. Donc je vous passe sur les détails de comment on en est arrivé là, mais on est tombé sur un candidat très intéressant qui est en fait une molécule qui s'appelle CD147 ou également appelée emprine ou basygine. Bref, c'est une molécule de la superfamille des immunoglobulines avec 2 domaines immunoglobulines. Et il s'avère que ce récepteur est extrêmement exprimé sur les capillaires cérébraux. Donc il est extrêmement enrichi dans les capillaires cérébraux. C'est d'ailleurs un des premiers marqueurs identifiés pour ces capillaires, au départ chez le poulet, puis on a vu après qu'il était dans toutes les espèces. Et ce qu'on voit ici, c'est que dès que les bactéries adhèrent, tout de suite, on voit une accumulation de ce récepteur au site d'adhésion de la bactérie sur la cellule endothéliale. Donc, si on bloque ce récepteur par différents moyens, donc par exemple, si on diminue l'expression de ce récepteur, on a une diminution de l'adhésion des bactéries aux cellules. Si on vient avec des anticorps dirigés contre ce récepteur, on diminue également l'adhésion de la bactérie aux cellules.
Et de façon plus efficace, si on prend un anticorps qui vient lier le domaine immunoglobuline proximale, qu'on appelle le domaine D2, et on voit ici que si on utilise une protéine chimérique de ce récepteur, donc ici on a juste le domaine extracellulaire de ce récepteur qui est dimérisé avec une portion FC, eh bien on peut faire compétition avec l'adhésion, donc on inhibe également l'adhésion, enfin on diminue l'adhésion des bactéries aux cellules endothéliales. Donc ce récepteur avait l'air d'être important pour l'adhésion des bactéries aux cellules endothéliales. Donc on a regardé si les bactéries pouvaient lier directement ce récepteur. Donc là, on a pris la protéine chimérique toute seule, qu'on a immobilisée sur du verre. Donc ce qu'on voit ici, c'est un petit moyen de l'immobiliser en venant avec un anticorps anti-FC. Et donc on immobilise soit le récepteur CD147, soit une protéine contrôle, et on observe que les bactéries, lorsqu'elles sont piliées, vont pouvoir adhérer sur de la protéine immobilisée, CD147, mais pas d'autres récepteurs. Et il nous faut les piliers, évidemment, puisque lorsqu'il n'y a pas de piliers, eh bien, on n'a pas d'interaction des bactéries sur le récepteur. Donc, une interaction directe de la bactérie via ces piliers sur CD147. Très bien. Quels sont, on a vu dans les piliers, il y a beaucoup de protéines, et donc on n'avait pas idée de quelles étaient, côté bactéries, les protéines dans les piliers qui étaient importants pour l'adhésion. Le problème, c'est que quand on enlève la piline majeure, la piline pileuse, on perd complètement les piliers. Donc ça ne nous renseigne pas de savoir si la protéine pileuse pouvait elle-même directement interagir avec un récepteur. Bon, par contre, on savait que lorsqu'on enlevait la protéine pilvée, on perdait de l'adhésion, donc il y avait des chances que cette protéine soit aussi importante pour l'adhésion des piliers à ce récepteur. Et on voit, non seulement on perd l'adhésion in vitro, mais on perd la colonisation ici in vivo dans le modèle de souris greffée que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a produit les protéines de piline qui ont été purifiées. Donc en fait, on s'est débarrassé des hélices alpha, on les a produites sous la forme de chimères avec une protéine qu'on appelle la MBP. Et puis ces protéines chimériques, on est venu en compétition avec les bactéries pour l'adhésion aux cellules. Et on s'est rendu compte, comme vous voyez ici, que lorsqu'on rajoute de la piline majeure pileuse, eh bien, on diminue l'adhésion, mais également la piline mineure pilvée et les autres protéines, PILX, P, qui vous rappelle sont importantes pour l'agrégation des bactéries ou la compétence de ces bactéries, eh bien, n'avaient pas d'effet sur l'adhésion. Donc potentiellement, un effet direct, une interaction directe de pileux et pilvés. Donc c'est ce que nous avons vérifié ensuite à l'aide d'essais qui nous permettent de mesurer directement des interactions protéine-protéine. Et on voit ici en fait que pile E est capable d'interagir directement avec CD147 et pile V est également capable d'interagir avec CD147 alors qu'on a très peu d'interactions ou pas d'interactions spécifiques avec PILX ou avec COMP. Donc interaction directe de pile E et pile V avec CD147 qu'on pouvait bloquer avec des anticorps dirigés contre le fameux domaine 2. Donc on voit ici une inhibition sélective de cette liaison dans cet essai in vitro. Donc très bien, on a une interaction in vitro, mais est-ce que ces interactions existent in vivo, et notamment au niveau méningé? Donc pour répondre à cette question, c'était évidemment compliqué, vous imaginez bien. Donc ce qu'on a réalisé en collaboration avec Fabrice Chrétien à l'Institut Pasteur, qui est anatomopathologiste, qui fait en fait les examens de mort soudaine inexpliquée, donc qui réalise les autopsies, on a pu avoir accès en fait à des bouts de cerveau frais, de patients décédés depuis peu. Et donc on a eu des dissections, et notamment dans la zone qui nous intéresse, qui comprend une partie leptoméningée, avec des invaginations qu'on appelle les espaces de Virchow-Robin, qui sont très riches en cellules leptoménagées, et de part et d'autre, donc des bouts de cortex. Donc je vous rappelle que normalement, ces bactéries n'infectent que les méninges, donc vont s'enrichir ici dans cet espace méningé, et on va en retrouver au niveau des leptoméninges, mais
chez l'homme, on n'en retrouve pas dans le cortex. Et d'ailleurs, on ne savait pas très bien pourquoi ces bactéries allaient s'enrichir spécifiquement au niveau des méninges et pas ailleurs. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait ces bouts de tissu fraîchement isolés et on a rajouté des bactéries par-dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle une infection ex vivo. Donc, on a mis les bactéries par-dessus. Et ce que vous voyez en marron, en fait, c'est l'enrichissement des bactéries sur une coupe de ce tissu. Et ce qu'on voit ici, donc vous avez l'espace de Virchow-Robin ici, vous avez les deux parties de cortex, et ce qu'on voit très clairement, c'est un enrichissement des bactéries dans cet espace de Virchow-Robin, et ici, quelques taches, en fait, dans ce cortex, on voit des enrichissements de bactéries. Donc, si évidemment on a zoomé pour savoir un peu mieux en détail où allaient adhérer ces bactéries, et ce qu'on a pu constater, c'est qu'on avait une colonisation spécifique, en fait, des vaisseaux, des larges vaisseaux qui se trouvent dans cette espèce de Virchow-Robin, donc par les bactéries sauvages, bien sûr, qui ont leur pili, mais pas du tout de colonisation par les bactéries qui n'ont pas leur pili, donc les bactéries qui sont dépourvues de pili pileux, et la fameuse piline pilvée, qui, je vous rappelle, est importante aussi pour l'adhésion à notre récepteur. Donc on avait une colonisation spécifique par les bactéries piliers de ces vaisseaux cérébraux, et on a évidemment fait un marquage de CD147 pour savoir où se trouvait le récepteur CD147, et évidemment on a été très heureux de constater que les bactéries n'adhéraient pas n'importe où, en fait elles adhéraient aux cellules qui sont vertes. Donc les cellules qui sont vertes, ce sont les cellules qui expriment le récepteur. Et donc les cellules qui expriment le récepteur, eh bien, c'était au niveau des espaces de Virchow-Robin les cellules endothéliales qui tapissent ces vaisseaux. Donc là, on voit les bactéries sauvages qui colonisent ces vaisseaux et pas les bactéries non piliées. Et on avait également un enrichissement sur les cellules leptoméningées, donc ce qui explique pourquoi on avait une colonisation des méninges. Et dans le cortex, eh bien, on voyait un enrichissement de ces bactéries seulement autour des petits capillaires cérébraux qui expriment CD147. Donc on est toujours sur des cellules endothéliales qui sont CD147 positives. Mais si on regarde dans le cortex, le reste du cortex, là où il y a des astrocytes, des neurones, eh bien on n'a pas d'expression de CD147, on n'a aucune colonisation par les bactéries. Donc en fait, si les bactéries ne sont pas capables de s'accrocher à un endroit, eh bien, elles ne vont pas se multiplier. Et finalement, on n'a pas d'infection du cortex parce que les bactéries n'ont tout simplement pas pu se localiser à cet endroit. Donc là, la multiplication s'est faite là où elles ont pu s'ancrer aux cellules CD147 positives. Donc ça pouvait expliquer en partie pourquoi on aurait une infection plutôt de type méningé que encéphalite ou autre. Et évidemment, pour finir la démonstration, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pré-incubé d'abord ces tranches avec le fameux anticorps qui bloque l'interaction des pili avec le récepteur. Donc vous vous rappelez l'anticorps dirigé contre le domaine 2 qui bloque l'interaction. Et ce qu'on constate ici, c'est que lorsqu'on rajoute cet anticorps, eh bien, on diminue cette colonisation, ce qui n'est pas le cas avec un anticorps dirigé contre ce domaine ou un anticorps contrôle. Donc, CD147 est important pour l'infection des cellules endothéliales cérébrales, des cellules leptoméningées, dans un modèle in situ d'infection. Donc on a un couple de récepteurs, CD147, qui permet l'adhésion initiale de la bactérie aux cellules endothéliales, et un second récepteur, qui est le bêta-2 adrénergique, qui lui va pouvoir initier de la signalisation. Donc pourquoi un complexe de récepteurs ? Alors, on s'est posé la question, et puis comment il fonctionne. Surtout, il y a des datas que je ne vous ai pas montrées ici, mais ce qu'on a observé, c'est que l'interaction entre les pilines et le récepteur CD147 est de faible affinité. Et on s'est dit, bon, ok, ça fonctionne, mais on est quand même sur une interaction d'affinité relativement faible, donc ça avait du mal à coller un petit peu avec les histoires de force de cisaillement, etc. Même si on imaginait, ok, une piline seule, ça n'a pas beaucoup de faible affinité, mais là on est sur une fibre avec finalement un enchevêtrement de pilines avec donc un multimère de pilines, donc on imagine que le nombre fait la force, donc on va augmenter l'avidité pour le récepteur du fait de
la multiplicité de ces pilines au sein de la fibre. D'accord? Mais encore faut-il que ces multiples pilines puissent interagir avec de multiples récepteurs. Enfin, vous voyez un petit peu le débat qui nous a animés. Et en fait, alors on a essayé de caractériser un petit peu mieux le système. Et je vais passer brièvement sur ces diapos. Mais ce qu'on a montré, c'est que ces deux récepteurs, en fait, préexistent déjà sous la forme d'un complexe. Donc, ce qui nous a permis de le montrer, c'est une astuce moléculaire qui, en fait, on réalise des complémentations, du transfert de fluorescence. Donc, si on a un récepteur couplé avec de la luciférase et un autre récepteur couplé avec de la YFP, et lorsqu'on active la luciférase, elle va transférer ces électrons, pour peu que les YFP soient proches, va permettre en fait de produire des électrons qui correspondent à la longueur d'excitation de la YFP. Finalement, ceci va émettre de la fluorescence. Donc si on mesure ici de la fluorescence, c'est que forcément ces deux molécules sont proches. Donc pour qu'elles soient proches, il faut que les récepteurs soient à côté l'un de l'autre, à une distance inférieure à 100 nanomètres. Et c'est ce qu'on observe ici. Donc en fait, le récepteur bêta-2 adrénergique est proche du récepteur CD147, ce qui n'est pas le cas pour un autre récepteur. Et ceci se passe à la membrane, puisque lorsqu'on induit l'endocytose de ce récepteur, on perd, grâce à son ligand, on perd ce type d'interaction. Alors ici, c'était pour vous montrer vraiment rapidement qu'il faut que les deux récepteurs soient vraiment proches l'un de l'autre pour qu'on ait adhésion et signalisation. Si on rompt le lien entre les deux par une astuce, eh bien, on perd l'activation du récepteur bêta-2 et il faut vraiment qu'on ait un approchement moléculaire pour pouvoir avoir ce phénomène d'activation. Alors pourquoi et comment ces deux récepteurs sont liés? Eh bien, on a trouvé un autre larron, un troisième larron, qui est une protéine cytosolique qui s'appelle l'alpha-actinine 4. Et en fait, on avait vu que cette protéine cytosolique était capable de lier le domaine cytosolique de CD147. Et cette protéine nous a tout de suite extrêmement intéressés, puisque c'est une protéine qui permet de faire le lien avec le cytosquelette d'actine. Et on sait déjà pour d'autres récepteurs qu'elles servent de plateforme moléculaire pour assembler des récepteurs, les agréger et permettre donc d'augmenter la dynamique de ces récepteurs et les forces générées par ces récepteurs. Donc pour nous, c'était un concept qui était intéressant, et je vous passe les détails, mais en fait, par une astuce moléculaire, là encore, on a fait un système qui nous permet de voir une interaction cette fois à 3 partenaires, par une complémentation de fluorescence entre les deux récepteurs CD147 bêta-2, et qui, par le système après de transfert de fluorescence sur l'alpha-actinine, montrait qu'effectivement, ces 3 partenaires existent dans un même complexe. Donc ici, on voit que lorsqu'on diminue l'expression de l'actinine 4, ou lorsqu'on augmente l'expression de l'actinine 4, eh bien on diminue ou on augmente l'expression de CD147 à la surface des cellules, ainsi que l'expression du récepteur bêta-2 adrénergique. Donc on joue sur l'expression membranaire des récepteurs, mais on joue aussi sur la dynamique de ces récepteurs. Donc ici, en fait, on a un système, une astuce où on utilise un récepteur fluorescent. On vient photobleacher la zone où le récepteur est présent, et ensuite on regarde le temps qu'il faut par diffusion latérale des récepteurs présents pour venir recombler le trou. Et en fait, ceci nous montre la dynamique des récepteurs à la surface des cellules. Et on voit ici que lorsqu'on n'a pas le CD147, bien, le temps de recovery est diminué, ce qui montre que la dynamique est augmentée, et donc on a une interaction avec le cytosquelette. Donc ça nous dit que l'alpha-actinine gouverne l'expression et la dynamique de ces récepteurs. Très bien, mais quid de l'infection au méningocoque? Alors là, on a utilisé la microscopie haute résolution, où on peut suivre molécule par molécule où elle se trouve à la surface d'une cellule. Donc ça s'appelle du STORM. Donc c'est de l'imagerie qu'on peut avoir en 2 dimensions et en 3 dimensions. Et ce qu'on a pu constater, c'est que jusqu'à présent, on avait ce type de vision avec nos microscopes confocaux. Donc là, vous voyez l'agrégation des bactéries sur les cellules endothéliales. Voilà l'image qu'on avait jusqu'à présent. Donc ces récepteurs qui s'accumulent autour des bactéries. Et en fait, lorsqu'on utilise un microscope plus haute résolution, on voit que ces récepteurs, ils ne s'accumulent pas tout autour comme ça. En fait, ils s'accumulent surtout dans des zones où ils vont venir s'enrichir
Et si on zoome un petit peu, vous voyez, on a, au lieu d'avoir une diffusion de ces récepteurs de façon diffuse à la surface des cellules, on voit qu'ils viennent s'enrichir et former surtout des clusters. Et ces clusters, lorsqu'on regarde ce que ça fait cette fois en 3 dimensions, donc ici, attention, ce n'est pas la fluorescence, en fait, ça correspond à la distance, donc la longueur de l'extension par rapport à la surface de la cellule. En fait, ce qu'on voit, c'est que ces clusters de récepteurs, ces agrégats de récepteurs, sont dans des zones où on a un enrichissement et la formation de protrusions membranaires. Donc, je vous rappelle les protrusions membranaires qu'on a vues tout à l'heure. D'accord, très bien. Ces récepteurs s'accumulent dans ces protrusions membranaires. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on enlève l'actinine 4 ? Eh bien, lorsqu'on enlève l'actinine 4, maintenant, vous voyez, on a du mal à former ces clusters. Et pour peu qu'on en forme un peu, on n'a pas la formation de ces protrusions. Donc, finalement, on n'a pas la formation de ces protrusions, et c'est aussi ce qu'on peut observer ici en microscopie à balayage. Donc, là où les bactéries adhèrent, normalement, on a ces protrusions qui se forment. Et là où, quand on déplète en actine 4, finalement, on a très très peu de projections membranaires qui se forment. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, les projections membranaires permettent de maintenir les bactéries à la surface des cellules si on applique un flux. Et c'est effectivement ce qu'on observe, c'est que si on applique cette fois, on garde l'adhésion des bactéries en appliquant un flux laminaire, comme on peut observer dans le cas de flux sanguin, on voit que lorsqu'on déplète l'actinine, eh bien, on perd considérablement de l'adhésion des bactéries aux cellules. Et ici, on a mesuré les forces, c'est la microscopie à force atomique, qui nous permet de mesurer directement des forces d'interaction entre protéines. Et en fait, on peut directement observer qu'effectivement, la force d'interaction de la bactérie avec son récepteur est largement diminuée lorsqu'on déplète cette actinine. Donc la conclusion de tout ça, c'est que pour que les bactéries adhèrent, donc il lui faut un récepteur pour l'adhésion, un récepteur pour la signalisation. Ces 2 récepteurs sont couplés, mais il faut aussi qu'ils s'agrègent pour pouvoir bien interagir avec les piliers de type 4. Et tout ça va permettre, donc grâce à ce clustering de récepteurs, induire les voies de signalisation qui vont permettre la formation de ces protrusions et finalement de stabiliser les bactéries sous la présence d'un flux laminaire. Si on déplète l'actinine 4, bien que ces récepteurs soient exprimés, eh bien, on n'a pas d'agrégation de récepteurs et finalement l'adhésion ne va pas se faire de façon efficace. On n'aura pas de signalisation efficace, pas formation de ces protrusions et une interaction qui ne sera pas stable à la surface des cellules. Donc, très bien. Mais à quoi ça nous sert de savoir tout ça ? Donc, nous, on était contents d'apprendre plein de choses au niveau moléculaire et on s'est dit, bon, c'est encore mieux de pouvoir proposer des applications thérapeutiques. Et donc, je n'ai pas cessé de vous dire que les piliers de type 4 sont absolument essentiels aux bactéries pour pouvoir adhérer et coloniser et induire la mortalité dans le cas in vivo de nos souris greffées. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer cibler ces piliers de type 4 pour empêcher ou diminuer la sévérité de cette pathologie? Et j'avoue que là, on a eu à nouveau une grande chance, et c'est à nouveau une découverte tout à fait fortuite qui a été faite au laboratoire par un doctorant qui utilisait une molécule qui, normalement, est utilisée dans le laboratoire comme un inhibiteur d'une protéine cellulaire qu'on appelle la calmoduline. Donc, on regardait des choses qui sont dans les voies de signalisation. Et puis, il est venu me dire, Sandrine, je n'arrive pas à infecter mes cellules, il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à les infecter. Donc, je ne comprenais pas pourquoi. Parce qu'on l'avait déjà utilisé, cet inhibiteur, auparavant, et en fait, il s'était trompé. Il avait fait une erreur. Il avait utilisé cet inhibiteur, non pas à 1 micromolaire, mais à 30 micromolaires. Et je lui dis, bah, écoute, c'est bien simple, tu as tué tes bactéries, il doit y avoir un effet toxique. Mais bon, comme il est curieux, il est parti voir s'il était en train de tuer les bactéries avec cette molécule. Donc, pour moi, il perdait son temps. Et il est revenu en me disant, tu sais, Sandrine, il y a un truc bizarre. Quand je mets cette drogue sur mes bactéries, très rapidement, elles se dispersent. Je dis, ah bon, elles se dispersent. Je dis, ah, mais ça peut être intéressant, ça, puisque vous vous rappelez, l'agrégation des bactéries nécessite
les pili. Il faut qu'il y ait les pili pour que les bactéries s'agrègent. Et si on n'a pas les pili, elles ne sont pas capables de s'agréger. Donc, ça m'a paru plutôt intéressant, son histoire, surtout que ça apparaissait très rapidement. Et on allait voir un petit peu plus cette drogue, et il s'avère que cette drogue était utilisée chez l'homme, il y a assez longtemps, comme un agent antipsychotique pour le traitement de la schizophrénie. Alors depuis, on a des nouvelles molécules qui sont bien plus intéressantes, donc depuis, elle a été abandonnée. Mais voilà, c'est quand même une drogue qui avait eu à l'époque l'autorisation d'être utilisée chez l'homme pour le traitement de la schizophrénie. Donc très bien. Donc voilà l'observation du doctorant. Donc les bactéries contrôle font des agrégats en suspension. Et puis lorsqu'il met cette drogue, qu'on appelle la trifluoropérazine, à 10, 20, 30, 40 micromolaires, vous voyez, en fait ce qu'on observe ici, c'est en 15 minutes, 20 minutes, la dispersion de ces agrégats de bactéries, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on met des antibiotiques. Les antibiotiques vont tuer les bactéries, mais elles ne vont pas induire la dispersion des bactéries, puisqu'ils ne vont pas jouer sur la piliation de ces bactéries. Donc c'était intéressant, et ce que je vais vous montrer ici, j'espère que le film va marcher, c'est que c'est très très rapide. Donc là on a des bactéries sauvages, et on applique la drogue. Donc vous allez voir. Ah, voilà. Donc les bactéries, elles ont tendance un petit peu à bouger, c'est ce qu'on appelle la twitching motility. On applique la drogue, et ça saute un peu le film, décidément. Vous voyez, on a 8 minutes, bon, ça a du mal à passer. Ce qu'on voit, c'est que les agrégats finissent par se disperser. Bon, je suis désolée, le film saute, c'est vraiment dommage. Bon, j'espère qu'on verra mieux ici, sur ce petit film. Donc là, on va zoomer sur une colonie. Vous allez voir, au début, elle gigote dans tous les sens, c'est la fameuse twitching motility dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on va appliquer la drogue, et vous allez voir, très vite, ça va se disperser. Vous voyez, elle bouge, elle gigote dans tous les sens. On ajoute la drogue, et au bout de quelques minutes, elles vont ralentir, parce que... Non, là, c'est le film qui est ralenti. Bon, bref, là, on voit que ça se disperse. Donc d'abord, elles ralentissent, parce que la twitching motility diminue, et puis ça se disperse. Bon, ben, désolé, je suis navrée que ça passe pas mieux. Donc, évidemment, on est allé regarder ce qui se passait sur l'IPD. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, par rapport aux bactéries contrôle, lorsqu'on marque les pili avec un anticorps, vous voyez qu'elles sont couvertes de pili. Et lorsqu'on met la drogue, eh bien, elles ont plus de pili ou très très peu de pili. Et ce qui n'est pas le cas lorsqu'on met des antibiotiques classiques utilisés pour le traitement des infections à méningocoques. Donc là, on a de la microscopie à haute résolution. On voit ici donc, une colonie de bactéries avec ses pili enchevêtrés de façon normale à l'extérieur des bactéries. Et en fait, ce qu'on observe lorsqu'on applique la trifluoropérazine, c'est maintenant on n'a plus ces pili, mais on observe une accumulation de piline dans la bactérie. Vous voyez que maintenant, on observe que la piline n'est plus polymérisée en fibres, mais elle est accumulée dans la bactérie, on pense la membrane interne de la bactérie. Alors, vous vous rappelez, les pilines sont produites dans la membrane interne et elles sont assemblées par ce système qui permet de les extruder par le pore PIL-Q, et c'est en constante élongation-rétraction. Donc, en fait, on a utilisé un mutant PIL-T qui n'est pas capable de rétracter. Donc, si on inactive cette ATPase ici, le mutant n'est pas capable de rétracter ses pili, et on a regardé si on perdait les pili. Donc, parce qu'on pourrait imaginer qu'on a un effet, on casse les pili ou je ne sais quoi qu'est-ce. Donc, ce qu'on observe, c'est que ce mutant PIL-T, eh bien, lui, n'est pas ou très très peu sensible à l'action de la drogue. Donc, si on n'a pas de rétraction possible, eh bien, on n'a pas d'effet de la drogue. Donc, il faut une rétraction. Et c'est ce qu'on observe ici dans ce film. Alors là, vous allez voir, ça ne va pas bouger, mais c'est normal, parce que ces bactéries ne sont pas capables de rétracter les pili. Donc déjà, elles ne sont pas capables de faire du twitching, de danser. Et vous voyez qu'on peut appliquer la drogue, il ne se passe rien. Enfin bon, ça passe pas très bien. Mais les agrégats restent intacts, il n'y a pas de dispersion des agrégats. Donc très bien, ça c'est en suspension, mais ce qui nous intéresse, nous, est-ce que ça va avoir un effet sur la colonisation des cellules endothéliales ? Et c'est ce qu'on a observé ici. Donc on a infecté les cellules endothéliales, et vous voyez donc les colonies de bactéries qui sont sur les cellules.
Et on applique la drogue, et vous voyez qu'en 15 minutes, on induit avec, de façon concentration dépendante, une perte de ces agrégats à la surface des cellules. Et évidemment, quand on applique les antibiotiques, eh ben, on va tuer les bactéries sur les cellules, mais les bactéries vont rester à la surface des cellules. Malheureusement, on ne va pas les détacher des cellules, et malheureusement, ça, c'est pas bon, puisque ça continue à induire de la signalisation dans la cellule endothéliale. Parce que la cellule endothéliale, bien que les bactéries soient mortes sur sa tête, elle sent toujours qu'il y a des bactéries sur sa tête. Donc elle continue à signaler, et l'effet délétère se poursuit. Alors que là, ben, on s'est débarrassé des cellules. Donc, si on se débarrasse des bactéries sur les cellules, est-ce qu'on va diminuer les effets de l'infection? Est-ce qu'on va diminuer les effets sur les jonctions? Est-ce qu'on va diminuer les effets sur l'intégrité de la membrane basale, sur l'inflammation et l'hémostase? Donc, c'est ce qu'on a regardé. Donc, vous voyez ici que lorsqu'on a des cellules infectées dans les conditions contrôle, donc on a les colonies qui se forment sur les cellules endothéliales. Vous voyez que les petites projections membranaires se forment, ici en contact des bactéries. Et lorsqu'on applique la drogue, déjà on a pas mal de bactéries qui se sont dispersées à la surface des cellules. Et déjà, on a beaucoup moins de signalisation qui s'opère. On n'a plus la formation de ces doigts au contact des bactéries qui se sont formées. Et par chance, on observe que par rapport au contrôle où on a énormément de bactéries qui vont rompre les jonctions intercellulaires, le fait de se débarrasser des bactéries à la surface des cellules permet de préserver l'intégrité des jonctions intercellulaires, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on applique les antibiotiques. Et lorsqu'on regarde l'intégrité de la membrane basale, donc là on utilise une petite technique. Donc on utilise une membrane basale qui est fluorescente. Donc si elle est intacte, ça fluoresce partout. Mais si elle est dégradée, ça fait des trous, donc on perd de la fluorescence. Et vous voyez que lorsqu'on infecte sans molécules, on a une dégradation de cette membrane. Et puis, lorsqu'on applique la drogue, on se débarrasse des bactéries et on permet de préserver l'intégrité de cette membrane. Donc c'est formidable, in vitro, ça marche bien. Et on a cherché si c'était vrai pour d'autres molécules de la famille qui étaient utilisées aussi comme antipsychotiques, parce que on avait des concentrations qui étaient quand même de l'ordre de 30 micromolaires pour faire ça. Et on en a trouvé une qui était encore mieux, puisqu'elle avait un effet à 4 micromolaires. Et chez l'homme, on pouvait injecter cette molécule à des concentrations beaucoup plus importantes. Donc, on était potentiellement sur une fenêtre thérapeutique plus intéressante. Alors, on a testé ça chez la souris, bien sûr, dans notre modèle de souris greffée, pour voir si on allait protéger les greffons de la dénaturation par les bactéries. Donc, le protocole, on injecte les souris avec les bactéries. À 4 heures, on a déjà une colonisation massive, destruction vasculaire. À 2 heures, on commence déjà à avoir de la colonisation et thrombose. Donc, on a injecté en fait les molécules à 2 heures. Donc, on a attendu que ça colonise. On a injecté les molécules à 2 heures et on a sacrifié à 4 heures. Et voilà le résultat. Donc, lorsqu'on n'infecte pas, les vaisseaux sont intègres. Lorsqu'on infecte, évidemment, on a une colonisation massive, thrombose massive, comme on peut voir ici, agrégation des plaquettes et colonisation. Et lorsqu'on traite avec la trifluoropérazine ou encore mieux la thioridazine à 4 mg/kg, donc à des concentrations 10 fois inférieures, on a une clearance de la colonisation. On a beaucoup moins d'agrégation plaquettaire. Et on a mesuré évidemment tout ça avec diminution importante de la colonisation et de la thrombose. Et surtout, plus spectaculaire, ce qu'on voit ici, c'est l'intégrité de ces vaisseaux. Donc on peut voir en fait le marquage de protéines qui forment les jonctions intercellulaires de ces cellules. Donc lorsqu'on ne s'est pas infecté, évidemment, ces jonctions sont intègres. Lorsqu'on infecte sans molécules, vous voyez que les bactéries colonisent et on a une destruction des vaisseaux. Et là, on permet, lorsqu'on applique ces molécules, on permet de préserver l'intégrité de ces vaisseaux. Non seulement on préserve l'intégrité de ces vaisseaux, mais on peut aussi diminuer l'inflammation générée par l'infection de ces vaisseaux. Lorsque donc, on infecte les souris avec le méningocoque, on va avoir une production massive de cytokines inflammatoires. Donc on a des cytokines humaines qui correspondent aux cellules, le tissu qui a été colonisé et activé qui va produire des cytokines, mais on a aussi mesuré les cytokines murines qui sont dues à l'activation
par l'infection du méningocoque. Et on voit que lorsqu'on applique la trifluoropérazine ou la turidazine, on peut diminuer de façon très importante cette inflammation. Donc des effets extrêmement intéressants. Et est-ce que ça a un avantage par rapport aux antibiotiques? Donc là, on a co-administré les molécules avec la céfotaxime, qui est l'antibiotique de référence pour le traitement de la prise en charge des infections à méningocoques. Je vous rappelle, doit être délivré extrêmement rapidement pour éviter les effets délétères. Et ce qu'on observe ici, heureusement, l'antibiotique a fait son job. 2 heures, on a une diminution de la colonisation et on a quand même une thrombose extrêmement importante qui s'est installée malgré la présence d'antibiotiques. L'ajout de trifluoropérazine, on n'a pas eu d'effet supplémentaire sur la colonisation ni sur la thrombose. Par contre, ça a eu un effet extrêmement important, c'est que ce qu'on peut constater ici, c'est que lorsqu'on a une infection, donc on a production de chymokines inflammatoires, mais lorsqu'on ajoute les antibiotiques, et ça c'est un problème qui est bien connu, c'est que les antibiotiques, comme ils vont tuer les bactéries, ça va induire la lyse des bactéries. Et cette lyse bactérienne va libérer un tas de PAM, comme on a vu tout à l'heure, donc des protéines qui vont être reconnues par les cellules comme des protéines étrangères dont il faut se défendre. Et ça contribue évidemment à activer les signaux de danger. Et les signaux de danger vont contribuer à produire encore plus de chymokines pour activer et recruter les effecteurs de l'inflammation. Donc c'est très bien de recruter les effecteurs de l'inflammation. Mais le problème, c'est qu'on les active de façon excessive. Et c'est le problème de ces infections, c'est qu'on a une activation excessive du système de l'inflammation qui est en plus malheureusement augmentée par la présence des antibiotiques. Donc il faut les antibiotiques, je ne dis pas qu'il ne faut pas les antibiotiques. Évidemment, il faut les antibiotiques. Mais on a malheureusement cet effet délétère des antibiotiques qu'il faut arriver à modérer. Et on voit ici que lorsqu'on a co-administré la trifluoropérazine, je pense que du fait de la clearance des bactéries la pré-clearance des bactéries sur le tissu a permis le fait qu'on n'a pas une activation locale, une lyse locale des bactéries au site d'infection, et donc on va diminuer cette production locale de cytokines inflammatoires. Donc je pense qu'on peut imaginer, puisque en plus ce sont des drogues qui ont été utilisées chez l'homme, les proposer pour diminuer en fait l'effet sévère, les dysfonctionnements endothéliaux sévères, une coagulation intravasculaire, et on espère pouvoir éviter d'aller jusqu'aux lésions nécrotiques importantes. Et au niveau des vaisseaux cérébraux, donc c'est une chose qu'on n'a pas pu tester parce qu'on n'a pas de modèle évidemment, mais on peut imaginer qu'on peut se débarrasser de ces agrégats bactériens qui viennent complètement bloquer les vaisseaux cérébraux, et donc on devrait avoir un effet protecteur intéressant. Donc on a breveté évidemment ces molécules, et on est maintenant en recherche de partenariat. Voilà, alors maintenant, si vous permettez, il me reste, si vous avez la curiosité, il me reste 10 petites minutes, je peux vous dire aussi, vous parler comment de connaissances sur le méningocoque, nous sommes arrivés finalement à proposer aussi une nouvelle thérapie pour les cancers du sein. Alors vous allez trouver ça vraiment congru, mais en fait, c'est parti d'une observation, c'est que, ancienne maintenant, on avait constaté que lorsque les bactéries infectaient les cellules endothéliales, on avait un recrutement et une activation d'un récepteur, qui est le récepteur tyrosine kinase, qui s'appelle RB2-R2. Et ce récepteur tyrosine kinase, il est membre d'une famille de récepteurs bien connue, qui est le membre de la famille de récepteurs à l'EGF. Il est très particulier, parce que ces récepteurs normalement s'activent par des ligands, qui viennent se lier au domaine extracellulaire de ces récepteurs, et puis on a activation de ces récepteurs, qui est ligand dépendante. Or, lui, il n'a pas de ligand, donc il n'est pas activé par un ligand, il existe déjà sous une forme activée, et normalement, il ne s'active que avec les autres membres de la famille. Or, dans les cancers, malheureusement, il est surexprimé, et dans 20 à 30% des cancers de la femme, donc c'est une proportion extrêmement importante de cancers, eh bien, on a une surexpression par amplification génique de ce récepteur, avec une activation qui va conduire à la cancérisation.
C'est le cas aussi pour des cancers ovariens, gastriques et salivaires. Et puis, il peut être également activé par des mutations ou par troncation, donc en perte du domaine extracellulaire. Donc tout ça, là, on est sur une forme extrêmement agressive qui forme des métastases, et notamment des métastases cérébrales, où malheureusement, il n'y a pas de traitement actuel pour ces métastases du fait de la fameuse barrière hémato-encéphalique. Donc les traitements actuels visent, on a des thérapies ciblées qui vont contre ce récepteur, qui sont soit des anticorps dirigés contre le domaine extracellulaire, soit des inhibiteurs kinases. Alors, on a une limitation importante de ces drogues. Premièrement, on observe des résistances qui apparaissent notamment avec la forme tronquée, qui n'est pas accessible à l'anticorps. Et puis pour ces inhibiteurs kinases, ils ne sont pas du tout sélectifs, donc ils inhibent d'autres kinases, donc on a des effets toxiques extrêmement importants. Donc là, il y a un problème de sélectivité en fait de l'inhibition de ce récepteur. Alors très bien, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on était parti de l'observation que le récepteur active, la liaison du méningocoque active le récepteur tyrosine kinase RB2, et donc on s'est demandé comment fait le méningocoque. Parce qu'il active RB2, il n'active pas les autres membres de la famille, il n'y a pas de liaison directe entre la bactérie et le récepteur, ça on l'avait montré, et donc on a cherché pourquoi, comment, et on s'est dit peut-être qu'on va comprendre quelque chose au cancer. Donc c'était une boutade au début, et puis finalement on est tombé sur un mécanisme extrêmement intéressant et important. On s'est rendu compte que ce récepteur, normalement, il existe sous une forme conformationnellement active, mais il est inhibé. Il est inhibé dans son état naturel grâce à son interaction avec une protéine cytosolique qu'on appelle la moésine. Et ce que fait le méningocoque, c'est qu'il va induire la dissociation de ce complexe entre le récepteur et la moésine, et si bien que lorsqu'il dissocie ce complexe, eh bien, il va permettre l'activation du récepteur. Donc, on s'est dit, tiens, il existe un inhibiteur naturel de ce récepteur, qui est la moésine, qui, Neisseria a trouvé le moyen de s'en débarrasser et de l'activer, mais qu'est-ce qui se passe dans les cancers? Et en fait, dans les cancers, ce qu'on a constaté, c'est que non seulement on a une surexpression du récepteur RB2, mais en plus, on perd la moésine. Donc, beaucoup de récepteurs et pas de répresseurs. Donc, activation constitutive. Et si on réexprime la moésine dans ces cancers, eh bien, on bloque le récepteur. Donc, on s'est dit, très bien, maintenant qu'on a compris ça, eh bien, il suffit de développer une molécule qui mime l'interaction. Donc là, maintenant, on oublie le méningocoque, on est passé à autre chose. On s'est dit, maintenant, on a compris quelque chose au cancer, il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'on peut mimer l'interaction entre la moésine et le récepteur R2? Et donc là, on a fait un long travail sur la base de l'interaction protéine-protéine pour trouver des molécules qui vont mimer cette interaction. Et par bonheur, on a trouvé une famille de molécules qu'on a dérivées, etc. Et là, je vous passe de longues années de travaux, mais pour arriver aux résultats finaux, où là, on a injecté en fait donc des tumeurs R2+, dans la glande mammaire de souris. Donc, c'est des tumeurs mammaires humaines injectées dans une glande mammaire de souris. Donc, vous voyez que ces tumeurs vont proliférer. Et au moment où on ajoute la drogue, eh bien, on empêche la pousse de ces tumeurs. Alors, on n'induit pas la mort de ces tumeurs, mais par bonheur, on induit au moins une inhibition de la prolifération. Alors, c'est pas hyper sexy encore, mais par bonheur encore, on a de la chance un peu jusqu'au bout, c'est que cette molécule, elle passe la fameuse barrière hémato-encéphalique. Donc, elle passe la barrière hémato-encéphalique et on s'est dit, donc elle devrait être active sur les fameuses métastases cérébrales qui ne sont pas du tout inhibées par les autres inhibiteurs moléculaires. Et donc, alors il s'agit d'une manip, là je vous montre vraiment des datas très très récentes, où on a fait une implantation intracrânienne de ces tumeurs chez la souris. On a commencé à J10, donc en fait on voit le début de ces tumeurs chez les souris à J10, donc vous voyez ces petits bouts de tumeurs. Et en 10 jours, on a une expansion de la tumeur qui prend presque un tiers du cerveau des souris. Donc c'est une expansion extrêmement rapide. On s'y est pris un petit peu tard pour initier le traitement. Mais malgré tout, on a une inhibition de l'ordre de 42% de la prolifération de ces tumeurs lorsqu'on administre la molécule en intrapéritonéal, pas en intracérébral. Donc la molécule est capable de passer dans le cerveau
et d'inhiber la prolifération de ces tumeurs. Donc maintenant, on recommence l'expérience en administrant la molécule beaucoup plus tôt. Et évidemment, on espère voir une diminution beaucoup plus drastique des tumeurs, des métastases cérébrales. Et on espère évidemment avoir un effet très net sur la survie des souris. Donc voilà, alors il faudra que je revienne pour vous donner les derniers résultats. Bon, puis là, c'est d'autres brevets qu'on a déposés en essayant de comprendre pourquoi, comment la moésine est perdue dans ces tumeurs. Et en fait, on a trouvé cette fois des micro-ARN qui jouent sur l'expression de la moésine. Mais par chance, on a toujours de la chance en ce moment, c'est qu'on a trouvé aussi des micro-ARN qui agissent directement sur l'expression de R2 lui-même. Et donc, par inhibition de ces micro-ARN, on arrive à perdre l'expression d'R2 et à inhiber la prolifération des tumeurs R2+. Donc là, on a à nouveau 3 autres brevets et on espère développer aussi ce type de molécule. Donc vous voyez, on est parti du méningocoque. On arrive à une question sur l'activation d'un récepteur et de l'activation de ce récepteur, on arrive au cancer et puis finalement on se posait d'autres questions et on arrive à d'autres stratégies thérapeutiques potentielles pour traiter ces cancers R2+, et on espère évidemment un bénéfice réel pour les patients un jour. Donc voilà, alors je vais finir par remercier toutes les personnes de mon équipe qui ont contribué à ce travail. Nos collaborateurs évidemment à l'INEM, le laboratoire de Xavier Nassif, nos collaborateurs à l'Institut Pasteur de Lille, l'ASAT, IDF Innov qui nous a beaucoup soutenus aussi pour les projets à visée thérapeutique, et nos financeurs, ANR, Ligue et autres. Et je vais finir par vous dire que c'est très compliqué pour nous, surtout, de trouver de l'argent. Alors si ça vous a plu et si vous souhaitez nous soutenir, il ne faut pas hésiter, vous pouvez faire des dons à la Fondation Paris Descartes pour notre équipe et nous serons heureux de profiter de vos dons. Voilà, je vous remercie.